il n'y avait pas d'illettrés. Hein, bizarrement, chaque fois que la France répondait à des questionnements au niveau européen, on disait qu'il n'y avait pas d'illettrés en France. Donc, il a fallu attendre la fin des années 60 pour qu'on parle d'illettrisme. Donc, avant, il n'y avait pas d'illettrés. Officiellement, en France, il n'y a pas d'illettrés avant la fin des années 70. Donc, voilà, c'est la première chose qui m'a étonné. Encore une fois, le travail énorme de plein d'associations qui ont travaillé sur le sujet. Donc, ça part toujours des associatifs. Puis, j'ai regardé un peu l'évolution. Et je me suis rendu compte qu'on allait de commission en journée nationale. Et puis, il a fallu attendre l'an 2000, si je ne me trompe pas, pour l'ANCLI. Donc, voilà, pour la création. Et puis, les années passant, donc, on fait un bilan, on se pose, puis il y a eu voilà, et des questionnements. Quand on lit le premier rapport sur l'illettrisme en France, il y a des mots comme l'autre France, le retour des barbares. Donc, des choses assez intéressantes, hein. Ça choque quand même, hein, mais c'était une époque, vous me direz. Et puis, je suis allé voir plus près de nous les derniers chiffres. Donc, j'ai trouvé sur une télévision française, une chaîne nationale du service public que je nommerai pas, un très bon reportage. Et à la fin du reportage, le journaliste dit en France métropole, hein, donc il écartait, il fait dissocier la métropole des dom-toms déjà, et il nous disait qu'en France métropolitaine, les départements où il y a le plus d'illettrisme, c'est les départements où on vote le plus Front National. Donc, j'admire le style, j'admire ça en tant que délégué syndical. Encore de la stigmatisation, donc c'est la première des choses qui, moi, me choque. Ça m'a choqué. Encore aujourd'hui, voilà, on a encore des discours, je pensais, qui avaient disparu. Ben non, on arrive encore à dire des horreurs comme ça. Donc, c'est la première chose. L'autre chose, c'est en tant que membre d'un chantier d'insertion, en tant que coordinateur qui a été aussi encadrant de techniques d'insertion, ben, c'est que l'illettrisme, c'est une réalité. C'est une véritable réalité. Alors, j'en ai marre d'entendre parler de gens qui sont atteints d'illettrisme, de gens de fléaux, enfin voilà. Moi, je pense plutôt qu'on subit. Donc, ben, je suis très content d'être là. Je vois qu'on est nombreux, donc le sujet intéresse et je m'en félicite. Euh, je suis plein de questionnements. On fait des choses dans notre coin, on partage avec d'autres établissements, on porte voilà, des CQP, des formations, on essaye de mettre des choses en place. Euh, et au bout du bout, la question est l'illettrisme aujourd'hui. euh, j'ai l'impression, alors c'est peut-être que mon impression, mais des gens autour de la table pourront peut-être me rassurer, j'ai l'impression que on a du mal. On a du mal voilà, que tout ce qui a beau être mis en place et le travail de l'ANCLI et d'autres moyens qui ont été mis en place ont joué leur rôle et jouent leur rôle, mais qu'en fait, on n'en arrive pas au bout. Voilà, donc ça, moi, c'est un questionnement. En essayant de travailler sur le sujet, approfondissant le sujet historique, voilà, ça concerne encore énormément de gens, ça concerne énormément d'adultes, de gens qui travaillent, donc les clichés qui peuvent être donnés sur les étrangers et l'illettrisme, c'est un peu dépassé. Euh, et nous, au niveau des chantiers d'insertion, ce qu'on sait, c'est que lutter contre l'illettrisme, c'est une nécessité. Si notre métier, c'est d'accompagner les personnes vers l'emploi durable, alors forcément, lutter contre l'illettrisme est une nécessité et surtout en finir avec les stratégies d'évitement. C'est-à-dire que pour moi, donner des ficelles aux gens pour pouvoir s'en sortir, c'est pas la solution, c'est que retarder les choses. Donc, vraiment, les choses qui peuvent être faites, je pense que les ACI, c'est un endroit rêvé pour lutter contre l'illettrisme. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je suis comme vous plein de questions et envie d'échange. Mais en tant que syndicaliste et en tant que membre d'un ACI, pour moi, ce sont des choses importantes. Donc, et c'est au cœur de nos métiers. Voilà. Des gens qu'on accompagne. Et puis, bon, j'ai des questionnements parce que, par exemple, sur le terrain, je me pose des questions par rapport à l'illettrisme, par rapport aux gens qui sont 10, voilà, parce que je me rends compte qu'il y a plein d'adultes qui n'ont pas été accompagnés sur ces problèmes-là. Et du coup, on les met dans des cases de l'illettrisme, alors que peut-être, voilà. Et puis, les moyens, les dotations et l'envie. Parfois, en discutant en tant que délégué syndical avec des établissements, c'est compliqué de mettre des choses en place, c'est compliqué de pouvoir structurer.
Surtout que maintenant, on parle de plus en plus de production, donc, et moins d'accompagnement pour certains. Donc voilà. Donc c'est tous ces questionnements que j'ai et l'envie d'échanger. Voilà. Ben, écoutez, je nous souhaite une bonne après-midi d'échange et je vous rends la parole. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Rémy pour cette belle introduction. On va pouvoir… Ah, il y a Monsieur Oriol qui lève la main. Oui, David? C'est une erreur de manip. Ah, c'est un test. Je pense que ça fonctionne. Non, David aime bien prendre la parole derrière les syndicats, c'est une habitude. C'est pour ça. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Jérémy. On va donc continuer la présentation. Donc, on va passer aux enjeux, notamment avec l'intervention d'Anaïs à NLCI. Mehdi. Juste avant de passer la parole à Anaïs, juste rajouter quelques points sur les enjeux qui sont effectivement connus par les uns et les autres au sein des participants aujourd'hui que vous êtes représentants des ACI. C'est les difficultés des compétences parfois à repérer, à accompagner dans le cadre du développement de l'acquisition de ces compétences, des compétences de base, mais aujourd'hui s'ajoutent aussi les compétences numériques. Et donc, à Uniformation, on s'interroge depuis longtemps. On n'a pas attendu la transition numérique pour se poser la question sur tout ce qui était, à une époque, on parlait de bureautique, et on a depuis longtemps agi, incité les structures, les organismes de formation à intégrer des modules qu'on appelait à l'époque bureautique, et que maintenant on parle de numérique, et ça va bien sûr au-delà de l'utilisation d'Excel, Word ou autre support, on va bien au-delà. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a cette omniprésence du numérique et on s'est posé la question à Uniformation, comment inciter les entreprises et aussi les salariés à former sur les compétences de base. Donc, on s'est dit que comme l'enjeu aujourd'hui, c'était le numérique, qu'on allait rentrer par la porte du numérique. Et c'est ainsi, mais je vous le présenterai un peu plus tard, nous avons développé des outils autour de cette problématique. Voilà ce que je voulais dire. On a aussi mené une étude il y a 3 ans sur l'équipement et l'utilisation du numérique par rapport aux salariés en difficulté par rapport au savoir de base. Notre surprise était qu'effectivement, quand même, une majorité utiliser des outils numériques ou des logiciels, des applications numériques dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors, parfois et très souvent de manière incomplète, mais bon, ce ne sont pas les seuls. Les uns et les autres, nous sommes aussi concernés par cela, mais s'ajoutait aussi la difficulté de la compréhension écrite et de l'écriture, parfois aussi d'envoyer des messages, même simples, via des SMS ou des textos, des emails. Voilà, donc nous avons construit toute une offre de services par rapport à ça, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et je laisse Marine présenter quelques chiffres clés.
Oui, oui, bien sûr. Par rapport à l'électronisme, vous devez connaître le baromètre, donc un outil d'enquête et de questionnement auprès des structures, un outil uniformation, qui vous est transmis chaque année. À savoir qu'en 2020, on a pu avoir quelques informations, notamment sur vos secteur. Et il faut se dire qu'il y a 58% d'ateliers et chantiers d'insertion qui indiquent que les compétences à renforcer concernaient l'utilisation d'outils de support numérique. Donc, on voit en tout cas qu'il y a un besoin pressant, en tout cas, par rapport à cet impact du digital. Toujours par rapport aux résultats du baromètre 2020, on a 42% d'ACI répondantes qui souhaiteraient développer des compétences pour sensibiliser les usagers au numérique. Donc voilà, quelques chiffres en tout cas qui appuient cette nécessité en tout cas d'avancer sur ce virage numérique, mais qui est arrivé déjà depuis quelques années maintenant. Aline? Excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Donc, en lien de ce qui vient d'être dit, à Uniformation, il nous a semblé impératif d'apporter des repères et des méthodes à nos structures adhérentes et aux organismes aussi de formation auxquels nos adhérents font ou feront appel pour le développement des compétences des salariés fragilisés aux compétences de base et numériques. Donc, c'est à la fois dans ces outils et méthodes d'intégrer dans les parcours de formation ces compétences numériques et compétences de base, de les contextualiser dans une pédagogie avec des usages réels. Il n'est pas question que des organismes de formation proposent à nos structures des formations standards. Et bien sûr, cela favorise l'appétence des salariés pour la formation ainsi parce que ça répondra bien sûr à leurs propres préoccupations et attentes. Donc, encore une fois, on n'a pas attendu cette transition numérique pour inciter et accompagner nos adhérents à faire des solutions, à mettre en place des solutions sur mesure et non pas standardisées. Donc, c'est bien l'objet de ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, on illustrera par des exemples concrets de solutions qui ont été mises en place en fonction des besoins et des salariés et bien sûr du projet de l'entreprise. Je reprends la main. Alors, il y a un bug, ça. Mais désolé, on a des problèmes d'affichage aujourd'hui. Vraiment pas de bol. Voilà. Donc, pour vous dire, est-ce que ça s'affiche toujours? Non. Mince. Donc voilà, on ne peut pas parler de l'illettrisme sans faire un petit crochet sur le PIC IAE. Bien sûr, vous connaissez par cœur CTDEC, et donc qui est dédié au financement des actions de formation des salariés en insertion. Pourquoi on fait le lien direct entre l'illettrisme et le PIC, puisque il faut savoir que par rapport à cette nouvelle convention 2021, il y a un objectif lié à la lutte contre l'illettrisme et au positionnement des publics de l'IAE dans les secteurs d'avenir. Donc concrètement, on est attendu, nous OPCO, on est attendu structure, on est attendu au niveau de la branche professionnelle sur ce sujet-là de l'illettrisme. L'idée, en tout cas, c'est de former le maximum pour lutter contre l'illettrisme.
Au niveau des métiers, deuxième objectif aussi intéressant, et pour le rappeler, hein, c'est que les formations, en tout cas de ces salariés en insertion, mènent au métier du grand âge. Donc, deuxième objectif important dans ce PIC IAE 2021. Donc, l'idée, bien sûr, c'est que donc on forme les salariés en insertion, mais aussi que en tant qu'OPCO, ou même vous en tant que structure, vous travaillez vraiment étroitement avec la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, pour mobiliser au maximum tous les outils disponibles et tous les projets expérimentaux ou autres qui sont en cours avec l'agence. Donc, juste avant de passer la parole à Anaïs, toujours pour introduire la NLCI, sachez que Uniformation collabore et est partenaire avec la NLCI depuis maintenant plus de 20 ans. On est même membre du conseil d'administration. Et donc, les outils de l'agence complètent aussi notre offre de services. Donc là, je vais laisser la parole à Anaïs pour qu'elle présente l'agence et puis aussi tout ce qui est proposé aujourd'hui et adapté à vos structures. Merci Aline. Bonjour à tous. Merci à Aline, à Marine, à Uniformation d'avoir proposé à la NLCI de pouvoir intervenir. Ah, est-ce que vous m'entendez? On vous entend de très loin en fait. Ah mince. Alors attendez. Désolée. Hein. Je vais laisser là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Anaïs. Ok, non, ça marche. Du coup, Mélie, je vous laisse la main sur la présentation et puis je vous ferai signe quand il faut faire passer les slides. Donc, la NLCI est un groupement d'intérêt public, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une structure qui a été installée en fait il y a 20 ans. Le constat a été qu'effectivement l'illettrisme, c'était une problématique qui était très peu connue, qui était victime de beaucoup de confusion. Et l'objectif, ça a été que les pouvoirs publics installent une structure finalement relativement souple, sous la forme d'un groupement d'intérêt public, pour mettre autour de la table tous les acteurs concernés par cette problématique, pour faciliter le travail en partenariat et pouvoir proposer des solutions aux personnes qui ne maîtrisaient pas les compétences de base. Donc la NLCI, c'est une agence interministérielle qui réunit les pouvoirs publics, mais nous sommes aussi un vaste réseau puisque nous avons une instance, le comité consultatif, qui réunit une centaine d'organisations représentatives de la société civile, donc vraiment de tous horizons, pour pouvoir construire des solutions ensemble. Et donc, effectivement, dans notre Assemblée générale, nous avons plusieurs opérateurs de compétences puisque ce sont des acteurs incontournables avec lesquels on doit coopérer pour pouvoir proposer des solutions aux salariés, que ce soit des salariés en insertion ou pas, qui seraient en difficulté avec les compétences de base. Donc, la NLCI a 3 grandes missions principales. Sans rentrer dans le détail, vous dire quelques mots. Donc, tout d'abord, la mesure du phénomène de l'illettrisme. Quand l'agence a été installée à Lyon, c'était vraiment important qu'on puisse mesurer l'ampleur de ce phénomène, l'ampleur du problème, notamment pour pouvoir apporter un éclairage aux décideurs, aux financeurs, aux prescripteurs de formation, savoir où étaient ces personnes et quelles étaient finalement leurs caractéristiques, même si on sait qu'on n'a pas un profil type hein, de la personne en situation d'illettrisme, mais c'est important d'avoir ces données chiffrées. J'en dirai quelques mots dans un instant. La deuxième mission, et non des moindres, de la NLCI, c'est de pouvoir organiser ce partenariat, organiser l'action dans les territoires. Et donc, pour cela, on a une équipe nationale au siège d'une dizaine de collaborateurs référents thématiques, mais nous avons dans chaque région un chargé de mission régionale qui a pour mission d'animer, de coordonner la politique de prévention et de lutte contre l'illettrisme sur sa région, en essayant d'apporter vraiment des réponses de proximité aux acteurs. Donc pour cela, il peut s'appuyer sur les centres ressources illettrisme. Vous avez peut-être déjà travaillé d'ailleurs pour certains d'entre vous avec les CRI, on les appelle les CRI dans notre jargon, et vous avez la cartographie et les coordonnées de ces centres ressources illettrisme sur notre site internet.
Et puis l'outillage des acteurs, bien sûr, puisque l'illettrisme, c'est un phénomène qu'on a parfois du mal à appréhender. On ne sait pas trop par quel bout le prendre quand on est notamment dans le monde du travail. Donc, c'est important de pouvoir proposer des outils concrets, simples, opérationnels pour les acteurs. Et ces outils, ils sont construits avec les partenaires. Donc, c'est vrai qu'avec les opérateurs de compétences, je vous détaillerai dans un instant des exemples de projets et d'outils qu'on a pu développer. Mais l'idée, c'est de faire aussi avec les acteurs du terrain, puisque c'est eux qui sont au contact quotidien des personnes en situation d'illettrisme. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir construire de manière collective, et pas nous tout seuls à la NLCI, un petit peu en mode laboratoire. Donc ça, c'est vraiment aussi un petit peu ce qui fait l'ADN de l'agence, c'est qu'on travaille ensemble. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, pour vous présenter quelques chiffres. Donc, on a une enquête qui a été réalisée en 2012. Donc, les chiffres, certes, commencent à dater un petit peu. La nouvelle enquête est en cours de préparation pour avoir des données actualisées. Mais en tout cas, pour l'instant, si on se réfère à la dernière enquête nationale qui a été réalisée, on a 2,5 millions de personnes en France qui ne maîtrisent pas les compétences de base, donc qui sont en situation d'illettrisme. Ce sont des personnes qui ont été scolarisées. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que le français, c'est leur langue maternelle. Et pourtant, pour diverses raisons, ces personnes, elles n'ont pas réussi à maîtriser les compétences de base en lecture, en écriture, en calcul et aussi en numérique, puisqu'aujourd'hui, Aline en parlait tout à l'heure, le numérique, ça fait partie des compétences de base. Et donc, ces personnes, elles ne sont pas autonomes dans des situations relativement simples de la vie quotidienne, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Parmi ces 2,5 millions de personnes, vous avez plus de la moitié qui occupent un emploi. Donc c'est vrai que ce chiffre, il est relativement intéressant parce qu'on aurait tendance à croire que l'illettrisme, ça peut concerner surtout des personnes qui sont au chômage, des jeunes qui peuvent habiter dans les quartiers prioritaires, par exemple la politique de la ville. Eh bien non, vous avez la moitié de ces personnes qui occupent un emploi. Plus de la moitié des personnes aussi, 53% des personnes en situation d'illettrisme ont plus de 45 ans. Et vous avez presque la moitié, 48% de ces personnes qui habitent dans des zones rurales ou faiblement peuplées. On peut passer à la slide suivante. Alors, l'idée, c'est pas de vous assommer de chiffres, mais c'est un peu vous donner les grandes tendances ou quelques repères. Et donc, ces chiffres, ils étaient intéressants à communiquer puisque c'est vrai que souvent, quand on parle d'illettrisme, on fait le lien avec le numérique. On parle beaucoup aujourd'hui d'électronisme pour parler de personnes qui ne maîtrisent pas les usages de base du numérique. Donc là, attention à ne pas faire de confusion puisque les personnes qui sont en situation d'électronisme ne sont pas toutes en situation d'illettrisme. Elles peuvent avoir des difficultés avec le numérique, mais pour autant être complètement autonomes dans la société d'aujourd'hui, si tant est que le numérique est omniprésent partout. Mais à l'inverse, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, bien souvent, pour elles, c'est un petit peu la double peine, c'est-à-dire qu'elles vont aussi être en situation d'électronisme, puisqu'elles ne vont pas être à l'aise et du tout autonomes avec les outils numériques qui sont présents partout aujourd'hui, que ce soit pour les démarches administratives personnelles, mais aussi pour la mobilisation dans des situations de travail. Voilà, aujourd'hui, si on n'est pas à l'aise avec un PC, une tablette, un smartphone, qu'on ne sait pas envoyer un mail, par exemple, c'est très, très compliqué. Donc, on vous a mis quelques chiffres. Donc, vous avez 13 millions de personnes en France qui sont en difficulté avec le numérique. 82% des actifs qui ne sont pas diplômés déclarent qu'ils n'ont pas utilisé tous les jours un ordinateur sur leur lieu de travail. Et vous avez par exemple 75% des emplois qu'on considère aujourd'hui qui requièrent la maîtrise des compétences numériques de base. Et quand on interroge les entreprises, la grosse majorité d'entre elles, 82%, ont pris conscience de ces enjeux puisqu'elles considèrent que la dématérialisation de leur processus de production sera vraiment la principale transformation de leur activité. Donc, il y a une prise de conscience des acteurs du monde du travail sur cette problématique, ou en tout cas cet enjeu de transformation numérique. Et puis, je pense qu'Aline y reviendra aussi longuement pour vous présenter l'offre d'Uniformation Les Essentiels qui vise à accompagner ces entreprises dans leur projet de transformation numérique. Alors, on peut passer à la slide suivante. Anaïs, juste une question qui s'est posée dans le chat, à savoir que par rapport à l'étude en cours, est-ce qu'on a déjà les tendances par rapport à ces chiffres? Est-ce qu'il y a des résultats intermédiaires ou pas du tout? Alors non, c'est vrai que l'enquête, alors bon, il faut savoir que c'est des enquêtes qui prennent relativement beaucoup de temps, puisqu'en fait, on forme des enquêteurs de l'INSEE qui se déplacent au domicile des personnes
avec un échantillon, en plus sur la nouvelle enquête qui va être doublée par rapport à l'enquête précédente. Donc c'est vrai qu'en termes de temporalité, ça prend beaucoup de temps. Pour l'instant, on a à l'interne bien ficelé le dispositif, les supports qui seront utilisés pour réaliser l'enquête, les données qu'on souhaite, les indicateurs, mais l'enquête n'a pas encore démarré. Donc ça va prendre beaucoup de temps et on n'aura pas de chiffres avant fin 2023. Donc voilà, pour l'instant, on reste sur les données de l'ancienne enquête. D'accord, merci. Alors pour revenir un instant sur les enjeux, pourquoi finalement se mobiliser dans le monde du travail, dans l'entreprise pour lutter contre l'illettrisme? Alors l'ANFC, il a beaucoup travaillé avec les opérateurs de compétences, avec les branches pour pouvoir construire des contenus pédagogiques, des outils, des grilles de repérage pour sensibiliser les entreprises à cette problématique, avec un petit peu comme horizon de bien garder en tête que l'illettrisme, ça représente un coût économique, social, et ça a de conséquences dans l'entreprise. Avec aujourd'hui un environnement de travail et des métiers qui ne cessent d'évoluer. Alors en plus, avec le numérique, c'est complètement amplifié, où on demande aux salariés d'être polyvalents sur leur poste de travail, où l'écrit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est vraiment omniprésent, même si on a du numérique. Sur les outils numériques, il y a encore beaucoup d'écrits. La traçabilité des informations, les exigences en termes de qualité sont croissantes. Donc, c'est vraiment important que l'ensemble des salariés, même ceux qui occupent des postes peu qualifiés, où on pourrait croire qu'ils n'ont pas besoin de formation, c'est important que l'entreprise elle puisse accompagner ses salariés vers la maîtrise des compétences de base pour qu'ils puissent être autonomes, s'adapter, évoluer dans l'entreprise et accéder notamment à des formations techniques. Puisque les impacts dans l'entreprise, ils vont être de divers ordres, sur la performance individuelle, et collective des salariés, puisque des fois, on peut avoir des salariés qui se retrouvent à prendre en charge certaines tâches d'autres salariés. On peut avoir ce qu'on appelle un glissement de fonction, parce que voilà, on a, un certain nombre de salariés qui ne sont pas, à l'aise parce qu'ils ne maîtrisent mal les compétences de base. Ça a un impact aussi sur la performance économique de l'entreprise, puisque ces difficultés, ça va entraîner, par exemple, des surcoûts, sur l'utilisation de certains matériaux, dans des entreprises du bâtiment, par exemple, où il faut réguler les erreurs qui sont commises par certains salariés. Et puis, on constate aussi qu'on a souvent un taux d'absentéisme, de turnover, ou de recours à des intérimaires, des heures supplémentaires qui est plus important que dans d'autres services ou dans d'autres entreprises. L'illettrisme, ça va avoir aussi, des impacts sur la performance sociale, tout ce qui touche un petit peu à la qualité de vie au travail, parce que c'est vrai que ces salariés en situation d'illettrisme, souvent, ils sont dans des situations de stress, de souffrance cachée. Ils masquent pas un petit peu d'ailleurs, beaucoup leurs difficultés à leurs collègues, à leurs encadrants, à leurs chefs, à leur hiérarchie, parce qu'ils ne veulent pas, qu'on se rende compte qu'ils ont des difficultés et ils ont une très, très forte appréhension au changement. Ils vont avoir, un refus systématique, par exemple, d'aller en formation et ça, c'est vrai que c'est des indicateurs qui sont relativement intéressants à prendre en compte, importants à avoir en tête parce qu'on peut se dire, parfois, ce salarié, il n'a pas de motivation, il ne veut pas aller se former. Mais si on creuse un petit peu, on peut se rendre compte que ce salarié, en fait, il refuse d'aller en formation parce que, pour lui, c'est, s'exposer, au grand jour, en fait et révéler ses difficultés, à ses collègues, à sa hiérarchie et ça, surtout, il ne le souhaite pas. Donc, le besoin de sensibilisation des encadrants, des chefs d'équipe, des managers de proximité, il est vraiment essentiel. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, je vous disais, on travaille avec les opérateurs de compétences pour proposer un peu de l'outillage en direction des entreprises. Donc là, je vous en ai présenté 2 qui ne sont pas exhaustifs, mais qui me paraissent intéressants pour les ACI. Alors, tout d'abord, le module illettrisme tous concernés. Donc ça, c'est un petit peu l'incontournable pour s'informer sur le sujet. C'est un module numérique qui se présente sous une forme plutôt ludique, rapide, puisque en 10 à 15 minutes, ça vous permet d'être vraiment au clair sur la base de la base, on va dire,
pour savoir l'essentiel sur l'illettrisme, la définition, qu'est-ce qu'on entend par illettrisme, les chiffres importants, et puis quelques notions sur le repérage, avec une séquence, 4 séquences vidéo, et vous en avez une en fait qui est dédiée au monde du travail, où on voit un salarié dans une usine d'imprimerie, voilà, qui est en difficulté à son poste de travail, et là vous avez un échange avec son manager, et donc voilà, ça permet un petit peu de se projeter, de se mettre en immersion dans une situation qui va permettre de détecter certains indices révélateurs de situations d'illettrisme. Et puis ensuite, on a toute une palette d'outils et de ressources qu'on met à disposition des entreprises, et notamment, je vous parlais des encadrants, des encadrants, des managers de proximité, des chefs d'équipe, pour les aider à repérer les signaux faibles de l'illettrisme, en observant finalement les salariés sur leur poste de travail. Voilà, on a quelques indices là que vous voyez à l'écran, et c'est vrai que quand on a beaucoup d'indices qui se cumulent, on peut laisser penser que on a des salariés qui vont être en difficulté avec les compétences de base. Alors, on peut passer à la slide suivante. Alors, une fois qu'on a été sensibilisé, qu'on est informé sur le sujet, finalement, les entreprises, souvent, elles se posent la question: «Moi, très bien, mais comment moi je peux aborder le sujet avec la personne concernée? Par quel bout je prends le problème?» Alors, il y a des préconisations. Alors ça, c'est pas des préconisations hors sol, hein, c'est des choses qu'on a constatées, dans le cadre de projets qui ont été conduits, en entreprise. C'est que ce qui fonctionne, en tout cas en termes de formation, c'est de toujours faire le lien avec la situation de travail. C'est important quand on parle de formation aux personnes en situation d'illettrisme de donner du sens à la formation, sur les compétences clés, les compétences de base. C'est pas des, on n'est pas sur des méthodes pédagogiques finalement très scolaires, surtout qu'on s'adresse souvent à des personnes pour le coup qui ont quitté l'école très tôt, qui ont aucun diplôme, aucune qualification, et pour qui l'école c'est un très, très mauvais souvenir. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, contextualiser, les apprentissages, et pouvoir leur proposer des parcours de formation qui vont prendre appui sur leur situation professionnelle, avec des supports, de travail qui sont mobilisés par ces salariés au quotidien. Ensuite, les moments pour en parler, ce qu'on préconise là encore, c'est de ne pas aborder le sujet, de manière frontale, en collectif, avec la personne, mais d'utiliser des moments, privilégiés d'échange. Et donc c'est vrai que l'entretien professionnel qui a été mis en place, par la dernière réforme de la formation professionnelle, cet entretien qui a lieu tous les 2 ans, dans l'entreprise, ça peut être un moment, privilégié pour pouvoir, aborder le sujet avec le salarié concerné, parler de son projet professionnel, de ses envies de formation, et de raccrocher finalement ses difficultés, potentielles avec les compétences de base à ses envies et à ses projets. Donc je vous le disais, choisir un organisme de formation, voilà, ça c'est important, qui puisse proposer des formations, adaptées aux compétences, adaptées, aux salariés, aux besoins des entreprises, en contextualisant les apprentissages. Et donc pour cela, vous pouvez aussi vous faire accompagner bien sûr par Uniformation, votre opérateur de compétences. Et puis sur la posture, on alerte aussi souvent, les encadrants, les chefs d'équipe, même les RH, sur cette posture de confiance. C'est vrai que les personnes en situation d'illettrisme, elles vont être difficiles déjà à repérer dans les entreprises, et c'est vraiment important de pouvoir, avoir une posture de bienveillance, de les rassurer, et puis de valoriser leurs compétences, parce que, ces personnes, elles ont des difficultés, certes, avec les compétences de base, mais elles ont d'autres compétences qu'elles maîtrisent, parfaitement bien. Donc c'est important aussi d'être toujours dans cette dynamique, très valorisante, et de ne pas mettre le point à chaque fois sur ce qu'elles ne maîtrisent pas, mais de bien valoriser, l'existant. Du coup, on peut passer à la slide, suivante. Je vais vous présenter un outil qu'on a développé avec les branches et les opérateurs de compétences pour faciliter
la prise de conscience du sujet de l'illettrisme, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour les entreprises d'insertion parce que, de par la nature de leur activité, elles sont habituées à accueillir des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ont des difficultés, notamment avec les compétences de base. Mais sur les entreprises, en tout cas en général, il y a un gros besoin encore de sensibilisation, de prise de conscience du sujet. Et donc, on a développé un outil de diagnostic qui s'appelle Evagile, qui est un outil de diagnostic, là encore, relativement simple, qui permet à toute entreprise, organisation, publique, privée, en 15 minutes, 15-20 minutes, de dresser un diagnostic sur les risques pour cette organisation d'être confrontée à des situations d'illettrisme. Donc, on peut passer à la slide suivante. À travers un questionnaire relativement court, on permet aux répondants d'obtenir un pourcentage de risque, donc entre 10, 25, 50 ou 75% de risque pour cette organisation d'avoir des salariés en situation d'illettrisme. Alors attention, ça ne signifie pas que 75% des salariés sont en situation d'illettrisme, mais on est bien sur un pourcentage de risque. Donc ça, c'est la deuxième étape du questionnaire. Si le répondant a un score supérieur ou égal à 50%, on lui propose de continuer le diagnostic. Et là, on va aller le questionner sur ce qu'on appelle les signaux faibles de l'illettrisme, c'est-à-dire des signaux qui prennent appui sur l'observation de situations de travail des salariés qui peuvent laisser à penser qu'il y a des impacts dans l'entreprise sur ces situations d'illettrisme. Donc, on peut passer à la slide suivante pour vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble le résultat du diagnostic. Donc voilà, le répondant arrive à la fin du diagnostic sur cette page et on lui communique l'incidence de ce risque sur une échelle de 0 à 23 en termes de coût, d'évitement et de contournement. Donc, le répondant a la possibilité de télécharger ce résultat et on lui donne la possibilité, en fin de diagnostic, de pouvoir se mettre en relation avec son opérateur de compétences, puisque l'idée, c'est que le répondant ne reste pas seul, sans réponse, face à ce résultat en fin de diagnostic, mais qu'il puisse se tourner vers une organisation ressource. Et donc là, ce qui nous a paru le plus pertinent, c'était de l'orienter vers son opérateur de compétences, donc là, en l'occurrence, vers Uniformation. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, en fait, en un clic, à la fin du diagnostic, le répondant est renvoyé sur la page du site d'Uniformation avec les contacts et les informations sur l'offre de services dédiée à la maîtrise des compétences de base. Oui, qui correspond à la partie de notre offre de services qu'on nous nommons les essentiels illettrisme mais aussi les essentiels numériques. Voilà, vous avez peut-être eu l'occasion d'aller déjà sur ces pages. Anaïs, nous avons une question d'un participant qui pose la question s'il existe des tests à faire passer au CDDI nouvellement embauchés. Peut-être peux-tu parler des outils d'Eva et EvaCob, qui prochainement sera un seul outil qui s'appellera Eva, si je ne me trompe pas. Alors, oui, en partie. Ça me permet de reclarifier un petit peu les choses. Donc, effectivement, sur les outils de diagnostic, donc là, je vous ai présenté l'outil Evagile, qui est un outil pour l'entreprise. Après, on a des outils pour aider à la détection et au repérage des difficultés chez les personnes, donc des tests, effectivement, comme disait Aline, pardon. Donc, on en a deux aujourd'hui qu'on met à disposition. Il y a l'outil Eva, qui a été développé par une start-up d'État et qui se présente en fait sous la forme de petits tests à faire passer directement aux personnes avec un module de 30 minutes sur les compétences de base, donc qui permet de détecter l'illettrisme, et un module de 30 minutes sur les compétences transférables. Donc Eva, c'est voilà, EVA. Je vois que on pose la question dans le fil de discussion. Vous pouvez aller voir sur le site internet, vous pouvez demander à avoir une démonstration en fait, de l'outil Eva. C'est relativement simple d'utilisation, c'est gratuit. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un premier niveau de détection des personnes. Après, on n'est pas sur un positionnement très fin des compétences de base, mais c'est vraiment la première approche pour voilà, les salariés qui sont recrutés, ceux qui sont dans les chantiers d'insertion, par exemple. C'est assez facile à mettre en place. Ensuite, vous avez l'outil EvaCob,
qui a été développé par la NLCI, dont l'utilisation, là encore, est gratuite, et qui permet d'avoir un positionnement avec une granularité quand même beaucoup plus fine que l'outil EVA. Donc là, si on préconise un parcours, ça peut être effectivement de d'abord mobiliser EVA, et ensuite de mobiliser EvaCob. Sachant qu'EvaCob, là, pour l'instant, il a assez peu été expérimenté dans des entreprises. Genre, je vois que dans le fil de discussion, on nous met qu'il y a une des structures qui a signé un contrat pour utiliser EvaCob, donc c'est bien. Après, c'est vrai qu'on peut aussi proposer à des organismes de formation d'utiliser EvaCob pour du positionnement. Ça peut être un petit peu parfois fastidieux pour l'entreprise de le mettre en place en interne, donc là, voilà. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a des sessions de présentation d'Eva EvaCob. On rentre dans le détail, on vous montre un petit peu les exercices, les séquences pédagogiques, comment elles se matérialisent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra organiser peut-être avec une formation à l'occasion d'un prochain webinaire si vous souhaitez rentrer dans le détail de ces outils. Voilà, du coup, je ne sais pas, Aline, si je te laisse reprendre la main, puisque j'ai terminé. Après, je pourrais répondre aux questions. Oui, peut-être, Oui, du coup, question, Anaïs. Oui. Comment? Marine, je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Pardon, Aline, juste une question. Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe, c'est haché. Ah, mince. Oui, je disais par rapport aux outils dédiés à la personne, Anaïs donc nous présentait les outils en parlant d'une gratuité. Mais je vois qu'on parle de licence dans le chat. C'est une licence d'utilisation? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation de l'outil en soi est gratuite. Par contre, si une organisation souhaite l'utiliser, elle doit payer des frais de, comment on appelle ça? Une licence, un petit peu comme une licence, oui, d'utilisation du logiciel. D'accord, très bien. Ça représente un coût entre 1 000 et 2 000 euros par an, sans limitation de tests, hein. Donc, s'il y a 10 000 personnes qui veulent faire passer les tests EvaCob, c'est possible. Super, merci. Je vous en prie. Je vais donc poursuivre et puis si vous avez des questions au sujet de la présentation d'Anaïs, on peut se donner un temps juste après la présentation de l'offre de service d'uniformation. Voilà, c'est ce que je vous propose. Donc, Mehdi, si tu peux me mettre sur la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc uniformation dans le cadre d'un EDEC ESS avec plusieurs axes, dont l'axe développement des compétences de base et compétences numériques et l'outillage en fait pour nos conseillers en emploi formation à destination des entreprises. Certains sont accessibles aujourd'hui sur notre site, mais pas tous, parce que certains de ces outils sont quand même très techniques et nécessitent une interaction avec nos conseillers pour cette phase d'accompagnement. Alors là, je vous ai formalisé la présentation sous forme d'un tableau afin que vous voyez selon la cible et aussi l'étape de la démarche de projet, quel type d'outils on peut mobiliser. Donc, par exemple, pour les entreprises, il y a un guide RH qui est assez complet et permet à un employeur de pouvoir suivre la démarche projet et avoir des outils tout au long de la démarche. Il y a des livrets qui avaient été déjà construits avant cet EDEC pour sensibiliser et mobiliser les employeurs, mais aussi les salariés. Donc, on vous donne des éléments aussi de langage à utiliser auprès de vos salariés. Comme disait Anaïs tout à l'heure, il y a une mise en confiance, il y a
parfois un plan de communication à mettre en place. Donc voilà, on vous donne toutes ces pistes de travail. Je cite trois cahiers des charges. Alors, celui-ci n'est pas sur notre site. Il vous sera communiqué suite à un échange avec nos conseillers emploi-formation. L'idée, c'est vous accompagner à construire l'achat de formation, de formaliser une commande qui tient compte, bien sûr, des compétences de base et des compétences numériques par rapport à vos besoins et sur des parcours personnalisés. Voilà, donc comme c'est assez technique, on est allé assez loin dans ces cahiers des charges et ceux-là peuvent être remis suite à un échange, un rendez-vous avec nos conseillers. Un guide d'ingénierie de parcours, là aussi, hein, c'est toujours pour essayer de vous accompagner sur la construction des parcours de formation. L'idée, c'est encore une fois, je le répète assez souvent, ne pas construire des parcours standardisés. Il y a aussi tout ce qui concerne la méthodologie. Alors, bon, je ne vais pas trop vous ennuyer aujourd'hui parce que là, ça reste extrêmement technique. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que ces outils existent, que certains sont accessibles sur notre site. D'ailleurs, je vous ai mis une slide où vous avez le lien pour accéder directement à la bonne page sur notre site. Si Mehdi arrive à retrouver la bonne slide. Et encore une fois, le message que je souhaite vous passer, c'est que Uniformation, nos conseillers emploi formation dans nos régions sont là pour vous accompagner. Leur rôle ne se limite pas à l'ingénierie financière. Ils sont présents et à votre écoute pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet, de l'émergence du besoin, de son identification, de sa construction de solutions, de la recherche des partenaires, qu'il s'agit de trouver un organisme de formation, l'aide à la réalisation d'un cahier des charges. Je vous ai cité des exemples de cahiers des charges, la mise en place d'une politique de communication avec la collaboration de partenaires territoriaux qui peuvent être l'écrit, comme l'a cité Anaïs tout à l'heure. Les chargés de mission de la NLC aussi peuvent être en appui. Parfois, il est arrivé dans le passé, parce qu'il y a des politiques très volontaristes dans certaines régions, d'avoir des compléments financiers à des projets. Ils sont donc vos points de contact et de relais avec d'autres partenaires sur cette question de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Voilà, donc on vous a mis une slide pour vous rappeler le contact, le numéro de téléphone et puis aussi le lien d'uniformation où vous pouvez prendre contact via un formulaire et fixer un rendez-vous avec nos conseillers en métropole et bien sûr au niveau de nos délégations outre-mer. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation d'Anaïs et de moi-même avant de passer sur la présentation de projets concrets? Effectivement, il y a des questions dans le chat. Donc, gros questionnement donc sur les deux outils EVA et EVACOM donc proposés par la NLCI et à savoir aussi si Uniformation pouvait financer ce type de licence. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu par rapport à nos différentes actions. Je ne sais pas si tu as des réponses à apporter par rapport à ces licences. Aujourd'hui, non. C'est vrai que c'est un sujet que je traite aujourd'hui avec l'équipe
qui travaille sur l'offre transversale d'uniformation. Et pas plus tard que la semaine dernière, je leur faisais part de modules qu'on pouvait intégrer, faire un parcours de formation, présenter un parcours de formation pour les employeurs, d'une part pour les sensibiliser sur le sujet, et d'autre part, leur mettre à disposition des outils d'autodiagnostic pour eux, comme Evagile, ou bien pour les salariés comme Evacob. Donc, c'est à l'étude aujourd'hui. Et effectivement, j'en ai aussi parlé à Anaïs la semaine dernière dans un échange mail. Parce que c'est vrai qu'il existe, comme vous avez vu, pas mal d'outils. L'idée aujourd'hui à Uniformation, c'est de construire des parcours. Vous connaissez peut-être le parcours numérique, où on a plusieurs, comment on appelle ça, des petites vidéos où l'employeur peut avancer et puis sur sa réflexion sur sa transition numérique, ainsi de pouvoir aussi établir un autodiagnostic numérique pour connaître sa maturité numérique. Là, l'idée, c'est d'avoir à peu près la même démarche et accompagner les structures en fonction de son état d'avancement et lui proposer voilà, un accompagnement et des outils. Donc, voilà, en tout cas, je œuvre pour que certains outils soient intégrés dans l'offre de formation transversale prochainement. Alors, je ne sais pas si ça sera pour 2022, mais voilà, sachez que c'est en cours. Super, merci beaucoup Aline. J'ai rien d'autre dans le chat, mais je ne sais pas si des participants souhaitent prendre la parole par rapport à cette première partie. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Bonjour, il y a sûrement Vic. En fait, j'ai confondé une association qui s'appelle Enuma et qui a testé un type de parcours, un type de structure d'insertion qui est un chantier d'insertion qu'on pourrait qualifier comme apprenant. L'objectif étant d'utiliser une grande partie du temps dans la remise à niveau et l'apprentissage des gens en vue de les préparer à l'entrée en école d'aide-soignant. Et là, justement, donc, on retravaille un parcours pédagogique. Donc, déjà, je vous remercie parce que je découvre vos guides et livrets. Là, dans la lutte contre l'illettrisme, on parle d'outils. Est-ce que derrière, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez des partenaires, des linguistes, des structures qui forment, enfin, en tout cas, qui remettent à niveau, qui pourraient offrir un accompagnement complémentaire à des outils informatiques, en tout cas des partenaires qui seraient, je ne sais pas, potentiellement agréés par Uniformation, ou est-ce que c'est complètement en deçà de vos compétences? Enfin voilà, question très ouverte. Aline? Peut-être pour compléter le propos, ça aidera. C'est que là, je vois, donc on est en train de travailler un parcours pédagogique et c'est assez compliqué. C'est pas si simple de trouver des partenaires, des linguistes, des professionnels avec des compétences. Donc voilà. Et je trouve que de fait d'associer des cours en physique présentiel avec un professeur avec des outils m'a l'air d'être en tout cas une approche intéressante plutôt que de ne faire que via des outils. Alors, oui, c'est aussi le travail d'Anaïs, de l'agence, de repérer aussi les bonnes pratiques. Donc, je ne sais pas si Anaïs, tu veux intervenir par rapport à ça. Oui, je peux dire quelques mots. J'ai remis mes écouteurs. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Oui. Oui, peut-être pour compléter ce que tu disais, Aline, sur l'offre de formation et
pour développer un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les parcours qu'on propose aux personnes, c'est vrai qu'il faut vraiment sortir du scolaire, et on a aujourd'hui un tissu d'organismes de formation, de centres de formation pour adultes qui proposent des contenus pédagogiques qui permettent vraiment d'ancrer cette acquisition des compétences clés, des compétences de base dans des situations professionnelles. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que font les ateliers chantiers d'insertion quand ils travaillent avec des structures de formation. On aura le témoignage de Florence Carabi tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de rapprocher l'acquisition de ces compétences clés de la certification, de l'accès à la qualification, des compétences métiers, des compétences techniques. Et c'est vrai qu'on avait travaillé, alors ça remonte à quelques années maintenant, puisque c'était en 2009, mais avec les OPCO, on a développé et les branches d'ailleurs, on a développé un référentiel des compétences clés en situation professionnelle pour aider justement les centres de formation à pouvoir construire des parcours de formation qui aient du sens pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi ou qui étaient dans l'emploi, de sortir vraiment de savoir académique finalement non contextualisé, où on ne se questionnait pas sur le parcours de la personne, où on n'était pas sur une approche de maîtrise de la langue, une approche linguistique, mais vraiment sur des compétences clés en situation professionnelle. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je vous remercie. Ce que je peux peut-être dire aussi pour terminer, puisque là on parle de réponse formation, c'est que les partenaires sociaux en 2015 ont travaillé en prenant appui notamment sur le référentiel ANLCI, sur l'élaboration de la certification CLEA. Alors, je pense que c'est connu maintenant pour la majorité d'entre vous. Elle est bien installée dans le paysage. Elle a été lancée de manière opérationnelle début 2016. Et c'est vrai que c'est la seule certification interpro aujourd'hui qui vient reconnaître et valoriser la maîtrise des compétences de base pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Alors, elle n'est pas forcément adaptée à tous les profils. C'est vrai que sur des personnes qui sont en très, très grande difficulté avec les compétences de base, qui ont des grosses difficultés sur la compréhension de texte ou l'expression orale, on ne va pas forcément leur proposer de s'engager dans un parcours pour obtenir cette certification. Mais sur des personnes qui sont plus du degré 2, 3 de l'illettrisme, voire de la remise à niveau, c'est vrai que ça peut être une réponse formation relativement intéressante. Et puis, elle est éligible au CPF et à tous les dispositifs de droit commun de la formation professionnelle. Merci Anaïs. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? On va pouvoir passer à la deuxième partie, à l'heure du webinaire. Donc là, l'idée, c'est qu'on soit dans du pratico-pratique et on va vous présenter donc quelques exemples de projets. Donc, je vais laisser la parole à Madame Carabi qui va se représenter et je vous laisse la main. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, parfait. Bonjour, donc je suis Florence Carabi. Pour expliquer les deux logos là, que vous voyez à l'écran, je suis responsable de l'organisme de formation de la coopérative Idéal, à qui Accès Réagi a délégué, on va dire, sa fonction formation. Donc la coordination et la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Dans les minutes qui vont venir, là, je vais vous présenter en fait comment Accès Réagi travaille et souhaite travailler sur ces questions d'illettrisme et d'électronisme. Alors, je vais venir un peu après sur cette diaporama un peu après, mais juste pour vous dépeindre brièvement ce qu'est Accès Réagi. Donc, Accès Réagi, c'est une structure d'insertion par l'activité économique qui est présente sur la Loire-Atlantique, on va dire le nord-ouest de la Loire-Atlantique, depuis plus de 30 ans et qui porte une association intermédiaire et des ateliers chantiers d'insertion. Donc, Accès Réagi, du coup, embauche des personnes et leur propose un accueil, un parcours socio-professionnel fondé sur le travail, un accompagnement individualisé et surtout, et c'est ce qui nous intéresse là maintenant, une formation en situation de travail. C'est très important parce que cette dynamique formation, elle est vraiment inscrite dans les valeurs et dans l'organisation d'Accès Réagi.
J'appuie sur cet élément-là parce que Axéragis cherche en permanence en fait, à articuler le travail et l'apprentissage et s'appuie sur une longue expérience. C'est vraiment important parce que on va surtout pas parler de ça très longtemps, mais c'est vrai que les financements, c'est parfois incertain, irrégulier. Et du coup, s'il n'y a pas une vraie culture d'organisation de la formation dans le travail, contextualisée, vécue, et du coup, ça rend les incertitudes autour du financement créent beaucoup de complexité et l'épuisement que ça génère peut même empêcher en fait la mise en place des formations. Mais pour autant, Axéragis, et du coup là on est sur la slide qui vous avez en face de vous, met en place des actions pour développer les compétences de base et les compétences clés des salariés en parcours d'insertion. Alors là, vous avez une slide sur le CQP salarié polyvalent, qui est, alors je vais pas vous la décrire complètement parce que vous pourrez la lire en détail, mais on voit quand même l'essentiel, c'est-à-dire que à chaque fois, il s'agit d'apprendre dans le temps du contrat. Le travail, c'est à la fois le média et le lieu de l'apprentissage. On retrouve ce que Axéragis appelle l'unité pédagogique, c'est-à-dire l'unité de temps, ça se passe sur le temps du contrat de travail. L'unité de lieu, ça se passe sur place, c'est-à-dire sur les lieux où les personnes travaillent et avec l'équipe pédagogique qui l'encadre en général, en lien avec la production, et ça, c'est l'unité d'action. Ces trois éléments-là, ils structurent tout ce que Axéragis propose en termes de formation interne. C'est vraiment l'idée de se dire que la formation, c'est plus qu'un droit, c'est un fait. Donc, tout à l'heure, on parlait brièvement d'appétence, de donner de l'appétence aux personnes. Axéragis se donne comme mission d'aller au-delà de l'appétence, c'est-à-dire de proposer de la formation, même si les personnes ne sont pas capables de formaliser un désir de formation. Et qu'on fait le pari que, en fait, il faut d'abord proposer de la formation aux personnes, mais je veux dire la mettre en œuvre, pas juste dire est-ce que tu veux faire de la formation, mais vraiment la mettre en œuvre pour que, une fois que la personne est en train de se former, qu'on l'aide à prendre conscience de ses compétences et de ce qu'elle sait, fasse émerger, du coup, là, son propre désir de formation. Alors ça, c'est ce qu'on fait. Donc, vous avez le CQP, mais il y a d'autres actions qui sont menées en interne auprès d'Axéragis. Ces formations sont en lien avec Idéal, puisque pour les financer, il faut qu'elles soient portées par un organisme de formation. Et du coup, il y a un lien très fort entre Idéal, qui est l'organisme de formation, et Axéragis, qui est la structure qui en bénéficie. Malgré tout, Axéragis n'arrive pas à tout faire, n'est pas forcément satisfait de ce qu'il met en œuvre. Donc là, vous pouvez passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'avez entendu sur la prochaine slide? Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, c'est bon. Oui, je pense que comme c'est le Mehdi qui est en Guyane, il faut attendre un peu plus de... Merci beaucoup en tout cas. Alors, je plaisante. En fait, si je vous présente les projets ici, c'est parce qu'il y a eu un concours de circonstances assez important. Donc, on a fait des constats. Donc déjà, on a beau vouloir mettre en place des choses auprès d'Axéragis, tout le monde ne suit pas de formation pendant son contrat. Et ça nous embête parce que c'est une vraie culture. Et je pense que quand vous parliez tout à l'heure de stratégie d'évitement, je pense que sans doute, Axéragis ne touche pas ceux peut-être qu'on aurait le plus besoin. Il y a beaucoup de salariés qui ne maîtrisent pas le français à l'oral. Donc là, on est plus orienté vers certains salariés qui sont migrants, par exemple. Et puis, troisième constat, le numérique est une contrainte et un obstacle. C'est-à-dire ça empêche l'avancée des personnes. Donc, on avait tous ces constats en même temps. Donc, on avait commencé à faire émerger une idée qui était de se dire,
on veut que les salariés ils aient au moins un jour de formation par semaine, vraiment inscrit dans leur contrat de travail. Ça vient rencontrer 2 événements, 2 opportunités. Donc, le projet pilote de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, donc autour d'Evagile, sur lequel Uniformation nous sollicite, et puis la création et le financement des conseillers numériques par l'État. D'ailleurs, petite chose, je remercie du coup l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et Emmanuel Federici qui nous a beaucoup aidé à formaliser tout ça. Et d'ailleurs, la slide que vous aviez tout à l'heure là, sur le CQP, c'est elle qui l'a produite dans le cadre de l'accompagnement qu'elle nous a proposé. Donc, si vous passez sur la slide d'après, vous verrez qu'on a identifié un certain nombre de compétences qu'on veut vraiment, alors qu'on développe déjà, mais qu'on aimerait voir plus. Et les 3 grands volets, c'est communiquer à l'oral, communiquer à l'écrit et utiliser le numérique. Ça se décline par des choses plus concrètes, les appels vocaux, les briefings et débriefings d'équipe, les interactions, lire, écrire des mails, réaliser des démarches. Donc là, on voit que ça touche et communiquer à l'écrit et utiliser le numérique, parce que comme c'était dit juste avant, si les gens en situation d'illectronisme ne sont pas en situation d'illettrisme, l'inverse est très, très souvent, en tout cas dans les gens que nous, on côtoie, très souvent vrai. Alors, vous avez un peu de détails, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit très rapproché du travail. Et du coup, pour que ça prenne sens, Axelagie n'a jamais vraiment souhaité mettre en place en interne, en tout cas, des formations étiquetées, entre guillemets, illettrisme. Donc, vous pouvez passer à la slide d'après. L'idée, c'est de proposer des thématiques qui ne sont pas nommées comme telles illettrisme, mais dans lesquelles on va travailler. Donc, les thématiques qu'on souhaite mettre en valeur, c'est les procédures professionnelles, la culture professionnelle et la communication en situation de travail. L'idée, c'est de valoriser auprès des personnes ces formations dans le sens où c'est les clés pour pouvoir travailler, et du coup de les structurer d'un point de vue didactique avec des éléments qui leur permettent de progresser, de gagner en autonomie vis-à-vis de leur situation d'illettrisme ou d'illectronisme. Et du coup, ça sous-entend aussi que dans ces moments-là, il y a sans doute aussi des gens qui ne sont pas en situation d'illettrisme, dans les groupes et dans les formations qu'on peut mener au long cours. Même quelqu'un qui n'est pas en situation d'illettrisme a besoin de bien utiliser son matériel. Donc, on peut être amené à l'intégrer à une formation sur l'usage de tel ou tel matériel, même si elle n'est pas en situation d'illettrisme. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que notre fil rouge, c'est le travail. Et c'est la seule clé d'entrée qu'on se donne. C'est-à-dire, on ne cherche absolument pas alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être dit dans le cadre d'entretien d'accompagnement à quelqu'un qu'on a identifié pour elle une situation d'illettrisme. Mais du point de vue de la formation, ça ne va jamais être notre porte d'entrée. Donc, voilà ce qu'on mène déjà et ce qu'on veut développer. Enfin, on souhaite qu'il y en ait plus. Et si j'essaye de conclure là avec votre question au départ, c'était comment on fait pour mettre en place des choses comme ça? Et ben, moi, je retiens. Alors, j'ai beaucoup aimé la petite liste tout à l'heure, situation de travail, entretien, choisir un OF, se faire accompagner de son OPCO et puis rassurer. Parce que ça, je pense que c'est la base. Et puis, moi, ce que je retiendrai plus fort encore, c'est que pour qu'une structure puisse mettre, enfin, en tout cas une ACI, puisse mettre en œuvre vraiment une action pour faire progresser les personnes vis-à-vis de l'illettrisme et de l'électronisme, il faut articuler 2 choses. Il faut de l'ingénierie. Et ça, du coup, il faut un lien fort avec un ou plusieurs organismes de formation. J'ai envie de dire se porter volontaire à tout type d'expérimentation. Quand Uniformation nous a contactés pour répondre à un projet de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme lié à Evagile, au début, on ne savait pas, parce que nous, on avait l'impression de savoir que
de fait, on avait des personnes en situation d'illettresse. Mais on y était parce qu'on est curieux et on ne regrette vraiment pas parce que l'accompagnement qu'on nous a proposé nous a permis de bien mieux formaliser les choses et de nous aider à avancer. Et puis, il faut effectivement, sur les actions de formation, encore une fois, s'associer fortement avec un ou plusieurs organismes de formation qui ne proposent pas quelque chose, entre guillemets, de catalogue, mais qui va vraiment s'appuyer sur la structure pour proposer quelque chose d'ajusté. Et puis, du coup, en tout cas pour l'instant, s'appuyer sur le PIC IAE, puisque c'est quand même notre outil majeur de financement. Et puis, ce que je pourrais vraiment garder, c'est vraiment l'idée de développer une culture des apprentissages au sein de la structure, qui soit transverse. J'ai envie de dire même qui s'applique même aux permanents. Voilà. Je ne sais pas si ça vous suffit comme explication. Puis du coup, je veux bien des questions. Alors, je vois une question qui est posée. Il s'agit d'une formation faite par l'AFEST. Alors, ça, c'est marrant. On est au cœur de l'actualité avec ça. Alors, d'un point de vue réglementaire, non. C'est-à-dire, les formations qu'on peut mener avec Accérégie, aucune n'est estampillée AFEST au sens de la loi, j'ai envie de dire. Pour autant, toutes les structures qui mettent en place le CQP salarié polyvalent, par exemple, et qui ont suivi les formations, donc qui s'appelait avant Réussir un chantier école, qui s'appelle maintenant Encadrant pédagogique en situation de production, savent que ce qui est mené dans beaucoup de chantiers, et la démarche utilisée de chantier école, par exemple, est totalement proche de cette culture de l'AFEST. Par contre, ce n'est pas estampillé comme tel, c'est officiellement, chaque fois qu'on mène des formations, c'est des formations au sens classique du terme, pour lesquelles on a un programme qui est structuré par, donc dans le cas présent, là, par Idéal, et qui est mené en parallèle avec des formateurs d'Idéal et des professionnels de chaque structure. Mais ce n'est pas officiellement des AFEST. Il y a une autre question, c'est combien de salariés y a-t-il dans votre structure? Alors, Accérégie a… Alors, je vais parler que du chantier, d'accord, puisque c'est là que se concentre notre travail. C'est 40, un peu plus de 50 ETP, équivalent temps plein, répartis sur… maintenant 7 équipes environnement, 3 équipes recyclerie, 2 équipes maraîchage et préparateurs de paniers et une équipe bois. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Ah oui, je vois qu'il y a une question sur le conseiller numérique après 24 mois. Eh bien, je ne sais pas. Oui, pour brièvement, les conseillers numériques, la proposition de l'État, c'est d'embaucher quelqu'un pendant 24 mois. Donc, nous, ce n'est pas encore fait. On a l'autorisation, mais on n'a pas encore embauché. On est en train de le faire. Et ben, pour l'instant, je ne sais pas après les 24 mois. Parce que je ne sais pas quels seront les besoins d'Accérégie à ce moment-là. Je ne sais pas comment auront évolué les financements. Donc, pour l'instant, on part sur 24 mois. Et puis, on nous donne le temps de trouver d'autres solutions après si on a encore des besoins. Alors, ça file un peu sur une dernière question sur quel métier, tâches sont dédiées vos salariés? Alors, brièvement, les 7 équipes environnement donc, sont sur des métiers agents d'entretien de l'environnement, un grand classique pour les chantiers d'insertion. Au niveau de la recyclerie, on a des agents valoristes et des employés commerciaux en magasin. Pour faire vite, si je prends les référentiels métiers les plus proches. Sur le bois, on va être sur charpentier bois ou aménageur. Et enfin, sur le maraîchage, on va être vraiment sur ouvrier horticole, puisqu'on a la partie production et la partie préparation de panier. Je crois qu'Anaïs, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, enfin très, très rapidement, c'était simplement pour dire que le projet pilote qu'a mentionné Florence, en fait, c'est un projet national effectivement qui est piloté par la NLCI et on a fait appel à un consultant pour accompagner des entreprises volontaires, dont un certain nombre en fait qui relèvent de l'insertion. Et c'était surtout pour dire à nos participants qu'à l'issue de ce projet, on aura un séminaire de restitution sur 2022 probablement en juin ou à l'automne 2022. La date n'est pas encore calée, mais on vous la communiquera. Et on présentera à cette occasion les livrables des prototypes des parcours qui ont été formalisés, donc notamment celui d'Access Réagis. Et ça sera intéressant après de voir les structures qui souhaitent s'appuyer sur ces expériences pour se mobiliser à leur tour. Donc voilà, on pourra rester en contact et puis via Uniformation, bien sûr, on pourra vous accompagner si ça vous intéresse sur cette même démarche de projet. Voilà, merci. Oui, effectivement, d'autres adhérents d'Uniformation ont intégré cette expérimentation. Une qui se trouve à La Réunion, si je ne me trompe pas, Anaïs, et une autre dans le Grand Est. Tout à fait. Voilà, est-ce que vous avez, donc je vois encore une dernière question, quel nombre d'heures hebdomadaires pour vos salariés, formation comprise? Alors, à la base, les contrats d'Accès Réagis sont plutôt à 26 heures. Mais en fait, l'idée, pour ce que j'entendais tout à l'heure, M. Barlouet parlait des contraintes économiques. Hein, c'est clair que ça s'impose au chantier de façon très forte. Donc, du coup, quand on met en place des formations, on essaye dans la mesure du possible de faire en sorte que ce soit en temps supplémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'on propose aux personnes d'augmenter leur temps de travail pour que la personne puisse se former et que ça ait qu'on réduise l'impact en fait sur la production. Donc, pour beaucoup, ils vont passer à 28 ou 32. Ça dépend des circonstances, puis des contraintes après les individuelles, hein, bien sûr. Eh bien, merci, Madame Karabi. Je vois qu'il est quasiment 16 heures et si on veut laisser aussi un temps de présentation à notre conseiller Mehdi Kodjad Elkil, je vais lui passer la parole. À toi, Mehdi. Bonjour à toutes et à tous, Mehdi Kodjad Elkil, conseiller emploi formation en Guyane. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer de vous montrer comment une OPCO et une ACI peuvent travailler ensemble de manière à inclure la lutte contre l'illettrisme dans une offre de formation des ACI. Alors pour commencer, très rapidement, je suis obligé de vous faire quand même un petit contexte pour la Guyane. Moi, personnellement, donc, je suis CEF en Guyane, mais j'ai été également directeur d'ACI pendant plus de 5 ans. Donc, je connais un petit peu la réalité de votre quotidien. Et la Guyane est toute particulière parce que, vous le savez, elle est en Amérique du Sud, coincée entre le Brésil et le Suriname, complètement couverte de forêts amazoniennes. Et les projets que je vais vous montrer aujourd'hui sont des projets tout à fait particuliers puisqu'ils concernent le parc amazonien de Guyane, c'est-à-dire dans la partie la plus reculée de Guyane, au fond de la forêt, et qui concerne les peuples autochtones, c'est-à-dire donc des populations dites amérindiennes, des populations bushilingués, hein, sous une appellation vernaculaire, voilà, qui sont donc des populations tout à fait particulières et qui connaissent déjà en Guyane, hein, on connaît un taux de déscolarisation très important, donc de facto un taux d'illettrisme supérieur à la métropole. Je ne suis pas là pour vous donner des chiffres, mais pour vous donner plus un contexte. Et en plus, donc imaginez, pour des populations autochtones amérindiennes dans la forêt amazonienne, pour laquelle, bien évidemment, vous imaginez, il n'y a absolument aucun centre de formation qui existe là-bas. Aucun, absolument aucun. Et puis, ces populations-là sont dans des situations d'illettrisme, certes, mais aussi dans des situations qu'on qualifie de FLE et FLS. Alors, certains d'entre vous ont pu peut-être en entendre parler, c'est ce qu'on appelle le français langue étrangère et le français langue seconde. Français langue étrangère, donc pour les populations
d'origine étrangère qui leur langue maternelle est étrangère et ils apprennent le français, d'accord? Et puis, les français langue seconde, c'est très spécifique à la Guyane, puisque ce sont des personnes qui ont le français comme deuxième langue. Leur langue maternelle n'est pas le français, mais pour autant, ils ne sont pas étrangers, ils vivent en France, sur le territoire français, ils sont français, et ils ont une autre langue, en l'occurrence là, l'amérindien, le bushimenki, je ne rentre pas dans les détails, de la diversité ethno-linguistique de Guyane. Donc, vous imaginez bien que l'on rassemble un petit peu toutes les difficultés qu'il peut y avoir, pas d'OF, un public très éloigné de l'emploi, pas d'emploi, des situations d'illettrisme. Alors, comment on fait? Comment UNOPCO peut accompagner donc ses adhérents pour construire une offre de formation qui soit bien évidemment en lien avec l'activité de la CI et qui réponde à un besoin de formation spécifique et individualisé de ce public en insertion? Alors, bien évidemment, vous avez compris que déjà, à la base, au vu des circonstances, il nous a fallu monter un SAS illettrisme remise à niveau, quasiment obligatoire, nécessaire et obligé pour tous les salariés en insertion, compte tenu, bien évidemment, de leurs compétences initiales. Alors, on va faire des diagnostics, on va faire des évaluations et pour ce faire, effectivement, ça a été dit aujourd'hui, on va nouer des partenariats avec des OF spécialisés. Ça, c'est vraiment très important. C'est le cœur même de la construite d'un projet, voilà, d'offre de formation de l'ACI, c'est-à-dire vous devez connaître absolument l'éventail des organismes de formation qui sont à votre proximité et quelles sont leurs capacités à répondre à vos besoins. Et donc là, on en a choisi 2. IFL, Institut de formation en langue, très bien, spécialisé dans les langues, avec tout à l'heure, on avait une question sur les acquisitions linguistiques, l'oralité, l'écrit, formidable, en plus, évaluateur CLEA, spécialisé dans le FLE, génial. Et puis de l'autre côté, un deuxième OF qu'on a choisi également, qu'on a Guyaclic, qui lui est plus spécialisé dans l'informatique, donc dans la lutte contre l'électronisme, et qui est porteur de la certification PIX que vous connaissez également. Donc on avait 2 OF avec 2 certifications à la clé et toute une méthodologie que l'on a mis en place, c'est-à-dire on leur a demandé, mettez-nous s'il vous plaît un contenu de formation adapté par rapport à notre public, tout à fait spécifique, par rapport à leur niveau initial, très très bas en l'occurrence, et qui donc nécessite donc des étapes d'apprentissage pour aller jusqu'à, et le but étant de les amener vers la certification CLEA et PIX. Alors, on a vu très rapidement que pour le FLE, il y avait 90 à 120 heures de formation, rien que pour le traitement du FLE et de l'illettrisme. Voilà. Se rajoute l'initiation à l'informatique, 42 heures. Tout ça pour les préparer ensuite sur les 7 domaines de compétences, 90 heures supplémentaires sur le CLEA. Vous voyez que ça fait des parcours costauds. Et une chose essentielle qu'on a pu constater, c'est qu'on ne peut pas envoyer des salariés en insertion, en difficulté, en situation d'illettrisme, en situation de FLE, FLS, 200 heures ou plus de 250 heures en formation, juste pour traiter la situation d'illettrisme ou d'électronisme. Pour eux, c'est juste invivable, c'est insupportable. C'est se retrouver sur les bancs de l'école là où ils étaient déjà en échec. Et donc, pour développer l'appétence, comme on disait tout à l'heure, pour avoir l'adhésion de ces salariés, de relever ce challenge pour eux, eh bien, on a développé un parcours de formation plutôt porté sur le professionnel. Donc, sur la diapo ici, vous avez le parcours SAS illettrisme remise à niveau que je vous ai exposé, qui vise à aller à la certification, pourquoi pas du CQP, parce qu'on a beaucoup d'ambition. Et à côté de ça, pour ne pas ennuyer ces salariés, on a mis en place un parcours de 84 heures de formation, d'accord, incluant toute une batterie d'offres. Donc l'offre de formation de la CI, elle est là, c'est quelles sont les formations que je vais pouvoir déployer sur le volet qualification professionnelle à mes salariés en insertion, de manière à améliorer l'employabilité et leur favoriser l'accès à l'emploi.
Alors, on a développé donc un parcours avec le travail en hauteur à Papaichton. Hein. Donc, Papaichton, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est perdu ici, là, il y a la petite flèche. Cayenne, c'est ici, c'est sur le littoral. Et entre les deux, il y a 1 heure d'avion en petit coucou. Voilà. Ici, je vous ai mis une petite image d'une pelle mécanique parce que ça, c'est une véritable, je dirais, une pelle en train de mourir qu'on est en train de remonter sur le fleuve. Donc ça, c'est une anecdote pour dire, voilà, le genre de bêtises que l'on fait aujourd'hui. On va polluer l'Amazonie avec des pelles mécaniques. Et puis là, la petite photo que vous voyez là, c'est pour vous donner une ordre d'idée de comment les collégiens vont à l'école, en bateau. Il n'y a pas de route. On est exclusivement sur du fleuve et accessible de Cayenne exclusivement par avion. Donc, les conditions géographiques d'isolement sont totales. On est à plus de 800 km à peu près, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc, on a développé, je vous disais, ce parcours de formation, de qualification professionnelle avec cette batterie de formation qui, pour certaines, ont eu lieu en Amazonie, dans la forêt, à Papaichton, là-bas. On a fait monter l'organisme de formation là-bas. Okay. Et puis pour le reste, le K16, justement, la conduite d'engins de chantier, ben, on n'a pas pris l'initiative de faire monter des pelles mécaniques en Amazonie, on a pris l'initiative de faire descendre les salariés à Cayenne en avion. Et donc nos salariés, on les a mis dans un ensemble de formations qui visent bien évidemment à inclure la lutte contre l'illettrisme et les savoirs de base, tout en les mettant dans une dynamique d'apprentissage de qualification professionnelle, c'est-à-dire surtout ne pas les ennuyer, leur donner du concret, des choses sur lesquelles ils vont être en réussite et bien évidemment les accompagner sur le volet illettrisme sans que ce soit l'unique chose qu'on va leur vendre, parce que là on est à peu près sûr qu'ils vont partir en courant et ils vont plus vouloir adhérer à une quelconque formation s'il s'agit de les remettre encore 200 heures ou plus assis derrière une chaise. Vous imaginez bien les conditions que l'on peut avoir en Guyane. Alors, pour synthétiser un petit peu tout ça, j'ai une petite diapositive là à vous montrer. Voilà, qui vise donc à synthétiser l'ingénierie que l'on peut en mettre en place, nous, OPCO, avec vous, ACI. Comment on peut travailler? Quel est le but? Voilà, et comment activer le PIC? In fine, le SAS illettrisme remis à niveau que je vous montrais tout à l'heure, et je vous disais, il ne doit pas être tout seul dans une offre de formation, il doit s'inclure dans un tout. Le but là, c'est de mettre, et vous avez vu le petit cœur que j'ai fait, le salarié en insertion au cœur de la formation, et véritablement, effectivement, développer au sein des ACI une appétence, une vocation à former vos salariés en insertion. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, à développer du projet avec des organismes de formation. Alors, très rapidement, comment inclure la lutte dans l'illettrisme, la lutte contre l'illettrisme, excusez-moi, le FLE, le FLS, pour nous en Guyane, mais pour vous, c'est généralisé à la France, c'est-à-dire ce SAS, c'est de ne pas le laisser tout seul et de le mettre en œuvre dans un ensemble d'outils pédagogiques qui est à votre disposition et que vous pouvez activer en tant qu'atelier chantier d'insertion. Alors, ces outils pédagogiques, c'est votre offre de formation, c'est ce que je disais d'entrée. Vous devez arriver à développer une offre de formation, un tronc commun, transversal à tous vos salariés en insertion, et c'est ce qu'on appelle, vous le savez très bien, les savoirs de base, le PIX, le CLEA. Alors après, ça va dépendre bien évidemment de votre activité. Chacun va choisir un panel de formation qui est en lien avec les activités, mais on peut mettre le port des EPI, le SST, le PRAP, le travail en hauteur, l'habilitation électrique, etc., etc., etc. Ça, c'est la colonne vertébrale de votre offre de formation pour laquelle d'ailleurs on vous demande des recueils de besoins annuellement. À côté de ça, vous avez le SAS illettrisme et ensuite, vous avez tout l'ensemble des certifications de niveau 3 qui sont disponibles autour de vous et en particulier, alors là, c'est un projet qui est versé dans le bâtiment. Donc, on a regardé en priorité des activités, des OF dans le bâtiment, les employeurs dans le bâtiment, d'accord ? Et on a identifié un CQP BTP, un certificat de maîtrise professionnelle CMP maçonnerie, les K16, bien évidemment, chez nous, c'est un enjeu total. Et puis parce que le salarié, le CQP salarié polyvalent de chantier école, on aime bien aussi. Donc, on essaye de le mettre en place également chez nous. D'accord ? Donc, vous voyez, on a l'AFEST
à proprement dit, à distinguer du CQP salarié polyvalent parce que si le CQP SP est de l'AFEST, il vise quand même un certain nombre de compétences, il n'en reste pas moins que vous pouvez compléter, vous, un certain nombre de formations en AFEST pour l'intégration de vos salariés en poste ou pour développer effectivement de l'expérience, particulièrement sur le CACES. Voilà, les stages d'immersion, votre offre de formation, donc tout ça, c'est tout ça qui va contribuer à la lutte contre l'illettrisme. Et non pas seulement un SAS. Le SAS, lui, il est essentiel parce qu'on ne peut pas s'en passer, mais pour lutter véritablement de manière efficace, développer l'appétence de vos salariés, avoir l'adhésion de ces salariés pour la formation et leur donner le bagage nécessaire pour améliorer leur employabilité et favoriser leur accès à l'emploi, c'est tout ça. Et d'ailleurs, si vous les faites rentrer dans un SAS de certification de niveau 3, ben, votre travail est fait, puisque vis-à-vis de la DIECT, vous les avez fait rentrer dans une certification. Et donc, c'est une sortie positive. Et tout ça, c'est financé par le PICIE. Bon, sauf les PSMPP, vous m'avez compris, les stages d'immersion, ça, c'est un outil pédagogique supplémentaire de mise à disposition des salariés pour les employeurs. Mais grosso modo, il est là, votre panel d'outils, avec un SAS spécifique, qualifié. Et bien évidemment, si vous avez en interne des personnes qui ont cette affinité lutte contre l'illettrisme, ça sera une véritable plus-value, sachant que, je le dis, soit dit en passant, tous ces accompagnements-là sont financés, sauf erreur de ma part, à vous de vous renseigner par le FSE. Voilà, donc ça, c'est comment inclure la lutte contre l'illettrisme dans un parcours dans le bâtiment, par exemple. D'accord? Et là, effectivement, le titre pro maçon, on le prévoit chez le nouvel employeur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le garder aussi s'il n'est pas pris dans une entreprise du bâtiment. Mais s'il est pris dans une entreprise du bâtiment, on va essayer de, entre guillemets, je dis, vendre notre salarié en insertion à un nouvel employeur avec un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation sur un titre pro de maçon que vous aurez déjà identifié. Donc, si vous connaissez bien le périmètre de vos OEF qui interviennent à votre proximité, ce sont avec eux que vous allez développer effectivement l'offre de formation que vous allez déployer pour vos salariés en insertion. Très rapidement, pour généraliser un petit peu ce que je viens de dire là sur le bâtiment, et pour conclure, on reste toujours ici sur la partie financée par le PICIE avec le CDDI, le salarié en insertion, qui est au cœur de ces dispositifs pédagogiques. Mais vous savez très bien, un atelier chantier d'insertion, il a ses activités, alors ça peut être le paysage, l'agriculture, etc., etc. Pour autant, les salariés en insertion, eux, ils ont des projets professionnels tout azimut qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de l'activité de l'atelier chantier d'insertion. Pour autant, on est quand même, nous, responsables de ces salariés, et donc de leur offrir une offre, de déployer pour eux une offre de formation, d'accord, qui va leur permettre, un, d'acquérir les savoirs de base, de lutter contre l'illettrisme, mais deux, d'acquérir les compétences nécessaires et certifiées pour améliorer leur employabilité. Et donc là, en fait, ce SAS certification dont je parlais de niveau 3 tout à l'heure, en fait, vous pouvez le détailler à l'ensemble de vos activités et des OF avec lesquels vous travaillez, en particulier, par exemple, on parlait de l'agriculture, un CFPP, un centre de formation pour adultes dans le domaine agricole, peut déployer pour vous un CAP agricole, et ensuite, il peut rentrer en BPREA, par exemple. Et donc, les ponts transversaux qu'il y a entre ce SAS certification-là de niveau 3 et le SAS métier, certification métier, puisque là, j'atteins quand même un certain niveau, j'acquiers des compétences métiers. Okay, et bien, sur ce SAS de certification métier de niveau 4, et bien là, vous avez la possibilité, effectivement, de préparer votre salarié en insertion à un nouvel employeur sous la forme d'un contrat d'apprentissage par une formation que vous avez déjà identifiée. Et si, et je vous le dis, ayant été moi-même ancien directeur, vous voulez conserver ce salarié sur le SAS niveau 4, sachez-le, c'est faisable. Un agrément, pour un salarié qui rentre dans une certification de niveau 4, l'agrément est de facto reconduit, renouvelé ou prolongé jusqu'à la fin de la formation. Et donc, je vous le dis, tant que le salarié est à 100% en formation,
hein, parce qu'un titre pro, par exemple, voilà, hein, ce genre de titre pro-là, c'est peut-être 1000, 1500 heures de formation. Eh bien, qu'il aille 1500 heures en formation, puisque pour vous, l'accompagnement est fini, la sortie positive est actée, la formation, Uniformation l'a payée, la DIECT vous a versé le salaire et Uniformation vous a versé la prime à la rémunération. Donc, autrement dit, plus vous envoyez vos salariés sur des formations certifiantes longues, plus vous développez vos sorties positives, plus vous accédez à un équilibre financier par rapport à vos engagements. Voilà, je m'arrête là, je laisse la porte ouverte en fait aux questions si vous voulez, parce qu'après j'ai peut-être tendance à beaucoup parler et de ne pas laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, Mehdi. C'était vraiment très, très, très intéressant. Il y a une question sur l'employabilité en tout cas de ces salariés en insertion qui ont suivi ce parcours, à savoir s'ils ont trouvé du travail sur place. C'est une très, très bonne question. Alors, je vais en profiter pour vous montrer la diapositive suivante, qui est donc la mise en œuvre de ce que je viens de vous dire concrètement dans un projet qui aboutit à l'emploi et qui, je l'espère, devrait aboutir à quelque chose qui devrait se répéter annuellement et qui vient d'un travail alors fait par les régies de quartier, certes, mais sachez que les régies de quartier, 90% d'entre elles portent que des ACI, ateliers chantiers d'insertion. Donc la méthodologie qu'on a appliquée pour les régies de quartier, c'est exactement la même que je vous ai exposée. D'accord ? Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans la branche des régies de quartier, qui appartient au périmètre d'intervention d'Uniformation, comme la branche de l'habitat social d'ailleurs, on est parti d'un constat qui est le besoin d'emploi annuel en gardien d'immeuble. Voilà. Donc, il y a des fédérations qui s'occupent de ça. Voilà, il y a des études qui sont faites. Voilà, on parle du besoin en main-d'œuvre. On parle du besoin en emploi. C'est là le point de départ. D'accord ? Donc, on a identifié avec nos bailleurs sociaux en Guyane. Hop là, pardon, excusez-moi. On a identifié avec nos bailleurs sociaux en Guyane 50 emplois directs, c'est-à-dire un besoin immédiat de 50 emplois, plus 15 emplois supplémentaires annuels. Très bien, parfait. Dans les régies de quartier, les bailleurs sociaux font partie du conseil d'administration, donc ils ont eu l'information très très vite. Et donc ils se sont dit très bien, on va mettre en place le parcours, on va appeler notre conseiller Uniformation et on va voir ce qu'on peut faire. Et on a fait une réunion avec le CNLRQ, donc la tête de réseau des régies de quartier, parce qu'ils ont un organisme de formation qui s'appelle Passage et un CQP de branche aussi qui s'appelle le CQP AEP, qui est ici au centre de la diapositive, qui est le CQP agent d'entretien et de proximité. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc l'objectif, voilà, ça a été de définir une offre de formation, un parcours IAE dans les régies de quartier. Donc là, c'est sûr, c'était pour les régies de quartier, mais on peut enlever les régies de quartier, on les met en ACI et ça serait pareil. D'accord ? Parcours en régie de quartier. Et vous avez dans ce premier encadré-là tout ce qui se fait dans le cadre du PIC IAE. Voilà. Et dans ce cadre-là, vous avez tout ce qui se fait grâce à un OF qui est l'AFPOLS, avec lequel on a noué un partenariat pour développer ce projet. Donc, vous avez bien compris que la définition, la détermination, l'identification de l'OF est essentielle pour pouvoir développer ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un dispositif qui commence par un positionnement, diagnostic et évaluation, toujours. Okay. On propose soit directement pour les personnes en insertion qui auraient déjà le niveau, d'aller directement sur un parcours de préqualification au poste de gardien d'immeuble financé sur le PIC IAE et fait par l'AFPOLS. Donc là, on peut tout chanter. Soit on passe par le CQP AEP, ce qui nous a permis de travailler entre la branche des régies de quartier et la branche de l'habitat social pour faire le pont entre cette certification-là, le CQP AEP de la branche des régies de quartier, avec le titre pro gardien d'immeuble qui est ici, que j'ai oublié de montrer dès le départ. Et on a doublé le CQP avec la possibilité, bien évidemment, de passer par le SAS de pré-certification que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le tronc commun, le PRAP, le CACES, travail en hauteur, habilitation, etc., etc. Et pourquoi pas
avec ceux qui ne sont pas très, très éloignés des évaluations, mais qui auraient quand même besoin d'un petit appui sur la remise à niveau des savoirs de base, eh ben, on leur donnait la possibilité d'accéder également à ce dispositif. Donc, au final, on a une préqualification ici qui va prendre 15 personnes qui proviennent soit directement des évaluations, soit du CQP, soit du CQP avec le SAS de préqualification, de pré-certification ou bien directement, ou bien même avec des gens qui sont passés par les trois, c'est-à-dire qui ont bénéficié, comme je vous disais tout à l'heure, de l'éventail des outils pédagogiques que vous avez mis à disposition. Et donc, on a réussi ici à sélectionner donc, un certain nombre de personnes qui ont été préqualifiées. Donc, ils n'arrivent pas ici en titre pro les mains vides. Hein, ils arrivent déjà préformés. Et puis ici, on a organisé un job dating, voilà, avec l'OF, avec les bailleurs sociaux, avec les régies de quartier d'ailleurs, qu'on implique. On aurait pu les citer. Voilà. Et du coup, là, on organise la rencontre des salariés en insertion avec leur futur employeur sur un titre pro gardien d'immeuble en contrat de professionnalisation. Et ça, c'est 100% de sortie positive. Et voilà comment ce projet-là aboutit systématiquement à un emploi. Si vous partez du besoin d'emploi de votre secteur ou d'un secteur d'employeur ou du besoin de main-d'œuvre, par exemple, de Pôle emploi dans votre région, dans votre secteur géographique, voilà, vous pouvez construire une rétroconstruction, voilà, du parcours qui sera effectué en majeure partie sur le PIC IAE et sur les compétences métiers dans un contrat en alternance, histoire de garantir pour nous une sortie positive. Merci beaucoup, Mehdi. Ouais. Je vois que les minutes fusent, donc j'enchaîne avec la deuxième question, qui est de savoir comment s'articulent les formations donc, que tu as présentées tout à l'heure entre tronc commun, CLEA et CACES, par exemple. Eh bien, c'est une très bonne question. Alors, je vais reprendre sur cette diapositive-là, si vous voulez. Bon, en fait, la réponse est du à la carte. Tout dépend effectivement de votre niveau et votre capacité d'évaluer. Et c'est pour ça que les outils d'évaluation Evagile, Evacop, CLEA, PIX sont essentiels pour que vous ayez une photographie précise, je dirais, de l'état initial des compétences de votre salarié. On sait toujours où est-ce qu'on veut aller, mais on ne sait pas vraiment d'où on part. Plus la qualité de l'évaluation est précise, plus vous allez être en capacité de faire du sur-mesure. Et en fait, quand je vous présente ça, et la question est très bonne, ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par tous les outils pédagogiques. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous disposez de cet éventail d'outils pédagogiques que vous allez mettre à disposition de vos salariés en insertion, mais que dedans, vous allez piocher à la carte, au sur-mesure, en fonction des évaluations que vous faites, vous, en interne, par vos accompagnateurs socio-professionnels, ou, si vous faites de la FES, par vos formateurs, si vous faites de la formation en interne, ou par un organisme de formation externe, habilité à le faire, avec lequel vous avez développé des projets. Voilà, d'autant plus que s'il y a des habilitations CLEA et PIX, vous avez forcément des OF qui sont habilités pour le faire. Et petite précision, n'hésitez surtout pas à le faire. Pourquoi? Ben parce que vous donnez un travail de diagnostic qui est assez pointu à faire à quelqu'un, un prestataire, donc vous restez commanditaire. Il n'en reste pas moins que vous pouvez avoir vos outils en interne. Mais vous restez commanditaire d'une prestation de diagnostic fait par un OF habilité à le faire. Et donc avec un référentiel national. Et ça, c'est pris en charge. Du coup, vous récupérez le bilan de l'évaluation et du coup, votre accompagnateur socio-professionnel, ben, il sait ce qu'il lui reste à faire. Parce que du coup, il a la bonne photographie de l'état initial des compétences de son salarié, il sait où est-ce qu'il veut l'amener, il n'a plus qu'à piocher dans ses outils, dans sa boîte à outils, eh ben, le sur-mesure pour amener son salarié vers les compétences métiers de son projet professionnel qu'il aura défini. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense. C'est bien dit. C'est une question de Julie.
Parfait, merci beaucoup Mehdi. Il est 16h26. Est-ce qu'il y aurait une dernière question à poser à Mehdi ou pas? Non, très bien. Donc on va passer à la conclusion de ce webinaire. On va donc laisser la parole à Monsieur Oriot, représentant employeur de la branche des ACI. Bonjour à tous. Donc, vous inquiétez pas, je vais être assez bref. Donc, David Oriot, je suis directeur général de l'entreprise sociale apprenante Défi qui est basée en Bourgogne-Franche-Comté et en Grand Est, en sachant que je suis également engagé dans l'expérimentation qui a été abordée par Florence Carabi et par Uniformation. Mais si j'interviens aujourd'hui, c'est bien en tant que représentant de la branche, enfin, que représentant du syndicat d'employeurs, le Synésie. Je regarde, oui, donc le syndicat de la branche des ateliers et chantiers d'insertion. Et vous devez vous douter, compte tenu de la spécificité des publics que l'on accueille, que l'illettrisme, et plus particulièrement les salariés en parcours d'insertion en situation d'illettrisme, sont une véritable préoccupation pour notre syndicat et je dirais, et plus largement pour notre CPNEF. Même s'il y a des représentants salariés, des représentants employeurs, notre combat au niveau de la CPNEF, il est complètement partagé. C'est bien la montée en compétence des salariés permanents et des salariés polyvalents. Alors, je disais, pardon, on soutient pleinement donc, ce qui a été présenté aujourd'hui, on soutient pleinement l'expérimentation, en tout cas les expérimentations qui sont en cours, et on espère que les retours vont permettre de modéliser, on va dire, les travaux pour faire en sorte que les différents acteurs sur les territoires puissent s'en emparer. Oui, au cours de ce webinaire, on a beaucoup parlé d'illettrisme. C'est une chose, mais sachez qu'au niveau de notre branche, on est tout aussi attaché à tout ce qui est savoir de base, ça a été un peu abordé, tout ce qui est formation, langue étrangère, globalement, tout ce qui porte sur le besoin de monter en compétences autour de la lecture et de l'écriture des personnes qui sont accueillies dans nos chantiers. Alors, on ne sait pas ce qu'il en sera en 2023, mais en 2022, je pense qu'on peut dire qu'on a vraiment de quoi travailler, qu'on aura des vrais moyens pour travailler. C'était abordé à plusieurs reprises. Le PIC IAE sera une réalité en 2022, donc profitez de le mobiliser pour pouvoir toujours faire monter en compétences les salariés accueillis. Uniformation a présenté les essentiels, donc il y a aussi des démarches de formation existantes, il y a les outils qui ont été présentés au niveau de la NLCI, on a parlé des actions de formation en situation de travail. Au niveau de notre branche, on est aussi sur ce qu'on appelle les projets qualifiés. Donc, en fait, c'est l'affectation des fonds conventionnels que vous pouvez aussi mobiliser, même s'ils sont plutôt orientés pour les permanents. Mais on sait aussi que les permanents ont besoin d'être formés pour mieux accompagner les salariés qui sont accueillis. Et puis, il y a un bel outil, il a été abordé par Florence, il a été abordé par le représentant de la Guyane, je ne veux pas dire son nom ou son prénom, j'ai peur de l'écorcher, qui est un outil de branche. Et j'insiste, ce n'est pas l'outil de chantier-école, c'est bien un outil de la branche des ateliers chantiers d'insertion, c'est le CQP salarié polyvalent et le CQP EPSP, qui sont bien des outils de branche, c'est bien important de l'avoir en tête. Donc, on a de quoi travailler, on a des outils, il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place et j'ai apprécié ce qui a été présenté sur la Guyane. Et pour précision, notre branche, il y a 2 ans, avait été sollicitée pour, on va dire, faire en sorte de pouvoir intervenir sur des
coût de formation plus important que ce qui se pratique, je veux dire, en métropole et sur d'autres territoires. Et à travers ce que j'ai pu constater aujourd'hui, donc Jean-Rémy est encore présent, hein, il y a des représentants de notre branche, mais je ne manquerai pas de faire remonter lors de notre prochaine commission paritaire qu'on n'avait aucun doute, puisqu'on acceptait que c'était justifié, mais je l'ai concrètement vérifié aujourd'hui. Alors ça m'ennuie un petit peu, parce que j'avais dit qu'il faudra qu'on aille sur place pour vérifier si c'était utile ou pas. Là c'était pour la boutade. Mais en tout cas, quand des demandes d'engagement de fonds supplémentaires à ce qui se fait habituellement sont demandées, bien expliquées et ensuite justifiées, en règle générale, on sait y répondre, et pour le coup, on y avait répondu. Donc, juste pour conclure, je dirais que, bon, on n'est plus qu'une 50aine de personnes, mais on est monté quasiment à 90, donc on peut vraiment constater l'intérêt de ce type de problématique, peut-être à renouveler. Et je voudrais remercier les différents intervenants du temps qu'ils ont pris, remercier Uniformation pour l'organisation, et on sait que 2 heures de réunion, c'est bien plus de temps de préparation, autant avant qu'après. Remercier la NLCI par rapport à leur engagement, leur implication de longue date sur tout ce qui porte sur l'illettrisme. Je n'ai aucun doute qu'ils vont continuer à le faire et à nous accompagner, autant UNIF, autant les structures à travers les outils qu'ils présentent. Je ne peux pas l'occulter parce que c'est le cas. Je remercie aussi les techniciens de notre syndicat, donc du Cinési, Marion, Christian, qui ont été en tout cas, qui ont relayé la communication sur la mise en place de ce webinaire pour s'assurer qu'il y ait un maximum de participants. Et je pense que c'est l'engagement des uns, des autres, la motivation des uns et des autres qui fait qu'on était autant aujourd'hui, et faisons en sorte, j'espère, de nous retrouver peut-être au mois de janvier sur les retours des quelques expérimentations, dont une qui est abordée aujourd'hui, et j'espère que ça se fera tel que c'était prévu à un moment donné, en grande pompe. Et c'est pas pour les grandes pompes, c'est surtout pour qu'il y ait des représentants de... En tout cas, c'est pas les grandes pompes. Le fait que ça se fasse en grande pompe qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des représentants de l'État qui soient présents, qu'ils entendent, qu'ils comprennent, on va dire, les problématiques des publics qu'on accueille en atelier chantier d'insertion, et qu'on puisse aussi se servir de toutes ces démarches pour que ça fasse effet levier sur, moi l'enjeu, enfin quand je dis moi, mais c'est l'enjeu de notre branche, c'est l'enjeu d'Uniformation. Maintenant, c'est 2023 par rapport à la mobilisation de fonds pour pouvoir continuer à faire ce que l'on fait depuis quelques années, puis qu'on continue toujours en le faisant de mieux en mieux. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation, et à très bientôt, j'espère. Voilà, merci. Merci beaucoup, David. Je vous remercie tous, en tout cas, pour avoir participé à ce webinaire. Je réponds encore à quelques questions dans le chat, notamment sur le PIC, sur la formation des salariés permanents. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment. Également pour les intervenants, c'était de super interventions. En tout cas, on a appris de beaucoup aujourd'hui. J'espère qu'on pourra se revoir dans ce cadre-là sur un autre sujet, ou en tout cas à la suite des différentes actions que vous aurez mis en place et qu'on pourra capitaliser au maximum autour de vos pairs. Je ne sais pas, Aline, si tu veux dire un petit mot de la fin également. Le temps que je finisse de répondre aux messages du chat. Merci à tous. Voilà, je remercie à tous de la participation, et aussi aux membres de la CPNEF qui ont organisé aussi, qui ont accepté notre proposition d'organiser un webinaire sur le sujet de l'illettrisme et de l'électronisme. Où aujourd'hui, nous sommes aussi attendus par notre tutelle, le ministère du Travail, sur le sujet. C'est un sujet aussi très politique, hein. Enfin, je ne vous apprends rien, vous, membres des ACI. Voilà, donc je vous souhaite de très beaux projets, et encore une fois, nos équipes à Uniformation sont là pour vous accompagner, ainsi que notre partenaire ANLCI,
pour grandir ensemble sur le sujet. Merci beaucoup. Eh bien, au revoir. Bonne fin de journée à vous. tous. Je profite de ce petit temps pour remercier infiniment, en tout cas, le syndicat Synésie et, la CPN, et les membres de la CPNEF, parce que je dois saluer la décision qui avait été prise il y a 2 ans, qui a été maintenue et pour laquelle je militerai toujours pour qu'elle soit maintenue, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. Vous êtes les seuls à financer la formation au sein du parc amazonien de Guyane, en dehors d'actions, je dirais, exceptionnelles portées par le parc. Ce financement a permis non seulement le développement du nombre de structures, mais en plus de ça, a permis de toucher l'intégralité des zones du parc amazonien. Et pour vous dire, aujourd'hui, ça représente plus de 70% de l'engagement du PIC-IAE pour la Guyane. Donc, autant vous dire merci pour eux, d'abord, et merci pour moi, parce que du coup, j'ai les moyens de travailler. Merci, au revoir et à bientôt. Merci Anaïs et à très bientôt. Au revoir. Marine, on reste en ligne ou pas? Ou tu veux qu'on s'appelle au téléphone?